solutions, à des impacts, d'essayer de caser un projet sur un terrain qui était peut-être pas adapté. Donc voilà, c'était un petit peu la pratique traditionnelle. C'est aussi perçu comme un risque parce que on a souvent du coup des contraintes pour le projet, des mauvaises surprises. Donc là, on a perçu qu'il fallait effectivement arriver à anticiper ces questions. On peut aussi tomber sur des interdictions. Donc là aussi, des analyses amont peuvent permettre de connaître à l'avance les contraintes qui peuvent s'appliquer. Ça pose des questions aussi de délais qui sont pas maîtrisés et pour certains projets, notamment industriels, ça peut poser de gros soucis en termes d'exploitation ou quelquefois de transfert d'un siège d'activité. Et aussi, ce qu'on a beaucoup constaté, alors plus sur des projets d'aménagement du territoire, qu'on passait à côté de possibilités de valoriser des éléments intéressants sur les différents sites sur lesquels on pouvait travailler. Donc la méthode ERC, elle permet effectivement de limiter tous ces aléas et ces risques, mais effectivement, il faut trouver des moyens de la mettre en œuvre, on va dire de façon assez simple, sachant qu'effectivement, c'est peut-être juste une bonne habitude à prendre. Voilà quelques règles que nous on a mis. Alors il y a des initiés, donc tout va pas être nouveau pour certains d'entre vous, bien sûr. Tout d'abord, la règle principale, c'est effectivement de bien connaître les sites sur lesquels on travaille. Donc c'est de faire effectivement dès que possible un diagnostic multicritère et identifier les enjeux du site. Donc j'ai listé les points essentiels qu'il faut étudier. Donc que ce soit la topographie, l'hydrographie, les sols, toutes les potentialités bien sûr écologiques et paysagères, les zones humides qui sont, je dirais presque une des contraintes principales qu'on peut trouver nous dans les projets qu'on traite. Alors en plus on n'est pas dans le sud de la France, on a la chance d'avoir encore des zones humides à préserver. Tout ce qui est effectivement remarquable ou protégé réglementairement, qui peuvent être des contraintes importantes, y compris au niveau de l'urbanisme, puisqu'on parle souvent d'environnement, milieu naturel, mais on ne pense pas toujours à d'autres types de contraintes, des servitudes par exemple. La localisation par rapport aux infrastructures, le fonctionnement du site qui est important, et puis évidemment tout ce qui peut être lié aux interventions d'acteurs extérieurs au projet, qui peuvent être à prendre en compte. Et le deuxième point qui est important dans la mise en œuvre vraiment de l'ERC, en tout cas de façon efficace, c'est qu'il faut avoir des objectifs clairs et les hiérarchiser, parce que on est sur une notion de compromis. Et si on n'a pas clarifié les objectifs et si on n'a pas donné des priorités, à un moment, on n'arrive pas à trouver un consensus pour faire avancer un projet. Donc c'est important de faire ce travail-là le plus tôt possible, d'être d'accord sur le fait qu'on souhaite limiter les impacts, qu'on veut préserver certaines zones ou restaurer une partie du site par exemple. Et également anticiper la vie d'un projet, c'est-à-dire aussi éventuellement l'entretien ou des éléments de suivi qui peuvent être importants. Je vais passer assez rapidement sur cette partie, mais c'est des petits conseils un petit peu que nous, on essaye de mettre en œuvre aussi dans nos missions. C'est évidemment programmer tout ce qui est études environnementales très en amont et surtout aux bonnes périodes, puisque la particularité un petit peu de nos métiers, c'est que notamment les études faune et flore doivent se faire à des périodes précises. Et que si on intervient trop tard dans le processus, évidemment, on ne peut pas réaliser des études pertinentes ou on peut passer à côté de certains enjeux. Et donc ça, c'est un point sur lequel on essaye de former la maîtrise d'ouvrage, que ce soit quand ils nous sollicitent pour des missions ou quand on en a l'occasion sur des projets pour bien pouvoir faire ces inventaires et toutes les investigations aux périodes les plus favorables, et également avec les durées requises, puisque notamment pour certains inventaires, il faut qu'on puisse couvrir une année, les 4 saisons d'une année. Donc évidemment, le moindre retard peut aussi se démultiplier.
Et puis également, on a conscience, puisque nous on travaille beaucoup en maîtrise d'œuvre, des contraintes qu'il peut y avoir aussi au niveau des travaux en fonction de certains enjeux écologiques. Donc les connaître assez tôt est très important. Donc pour la plupart des projets, on s'est vite aperçu qu'il fallait réaliser des analyses multithématiques. Alors à la fois pour répondre aux exigences réglementaires, mais également pour permettre de faire un projet de conception intelligente, on va dire, que regarder par exemple que la partie écologique ou que la partie paysage n'était pas suffisant. Donc, on a listé un certain nombre de thèmes sur lesquels on travaille systématiquement, ou en tout cas qu'on balaye systématiquement pour les projets sur lesquels on doit travailler, quitte à se dire qu'il n'y a pas d'enjeu ou pas d'éléments à indiquer, mais on essaye d'avoir un peu cette checklist qui couvre l'écologie, le paysage, les réseaux, l'eau, l'urbanisme, les usages par exemple également. Point d'attention aussi, bien qu'il y ait beaucoup de bureaux d'études qui sont capables de faire ces missions, on constate qu'il y a des périodes parfois très chargées, notamment les périodes printemps-été pour les naturalistes. Et donc, c'est important aussi que sur ces saisons, on essaie d'alerter les maîtres d'ouvrage qu'à un moment, les bureaux d'études ne peuvent pas forcément réaliser les missions sur une seule année, compte tenu du temps nécessaire pour les différentes prestations. On a vite voulu sortir d'un diagnostic pur et dur, et c'est de là qu'est né l'outil que je vais vous présenter, parce que on faisait un diagnostic un peu froid qui n'était pas forcément utile pour la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que soit on faisait un diagnostic de type l'état initial d'une étude d'impact qui était très conséquent, assez lourd, mais du coup qui prenait beaucoup de temps et qui arrivait souvent un peu tard dans le processus de projet. Et puis, il ne nous permettait pas toujours de bien hiérarchiser les enjeux et d'être constructif, on va dire, avec le maître d'ouvrage. Donc, on a voulu essayer d'améliorer ça. Et du coup, pour permettre de mieux guider la conception et de mieux hiérarchiser les enjeux, on a voulu essayer de trouver un outil un peu plus pragmatique qui aussi pouvait permettre de valider des choix de sites ou de hiérarchiser des sites entre eux. Et enfin, quand on a fait ça, de définir éventuellement des préconisations pour le projet. Donc l'outil qu'on a créé, alors on l'a appelé Premier Regard. Donc c'est un outil dont l'objet est de synthétiser la démarche ERC en un outil qui sert de guide au projet. On a une première étape qui est d'estimer les enjeux, les risques. Donc on est vraiment sur des méthodologies qui sont inspirées de celles qu'on met en place sur les études réglementaires, avec 5 grands thèmes qu'on retrouve sur le petit diagramme que vous voyez ici. Donc un thème écologie-paysage, un thème sur l'énergie, les déchets, les matériaux, un thème sur l'eau, sur les infrastructures et les réseaux, et l'urbanisme et les déplacements. Il peut arriver que sur certains projets, on n'ait pas ces 5 thèmes, mais on les aborde de toute façon. Et il y a forcément une expertise de terrain, je vais en parler après. Et l'idée, c'est de voir une analyse un peu double sur à la fois les contraintes, les atouts du site et de la confronter d'emblée à la typologie du projet qu'on a à mettre en place. Et d'avoir un regard vraiment critique sur la vulnérabilité, on va dire, du milieu par rapport au projet. Donc, ça permet éventuellement aussi le choix d'un site de moindre impact, puisque cette analyse, elle est duplicable sur différents sites, et on peut comme ça valider le site de moindre impact qui
qui pourraient être choisis si on avait plusieurs éléments de choix. Et ça, c'est important, notamment quand on a des projets impactants, malheureusement, d'avoir pu étudier des alternatives en termes de positionnement du projet. Donc la synthèse qu'on a proposée, donc c'est sous forme là, de ces diagrammes araignées, et ça permet aussi d'être assez pédagogique et visuel. Vous allez voir des exemples un petit peu plus tard. Donc la méthodologie, elle repose sur le croisement de différentes investigations qui permettent d'identifier les contraintes qui vont concerner le projet et ensuite de proposer des préconisations qui permettent d'optimiser la réalisation du projet et évidemment d'obtenir les autorisations nécessaires. Donc on est sur des choses assez classiques, recueil de données auprès des communes, des administrations, recueil de données disponibles, des expertises de terrain. Il peut y avoir des enquêtes à réaliser auprès de propriétaires ou d'exploitants. Et tous les éléments qui sont collectés dans ce travail, vous allez le voir, en fait, sont valorisables dans le cadre de toutes les procédures réglementaires qui peuvent être liées au projet. Donc, en fait, c'est un petit peu de l'avance de phase, c'est pas un surcoût par rapport aux études qui doivent être en général faites sur les différents projets. Par exemple, là, j'ai rapidement résumé ce qu'on fait sur les différents thèmes. Donc, on recueille des données, on fait 1 à 2 visites de terrain selon le projet pour soit regarder les potentialités écologiques si on n'est pas en saison favorable ou vraiment avoir des diagnostics détaillés si on est en période favorable, y compris tout ce qui concerne les zones humides. On analyse les sensibilités paysagères, on analyse tous les documents qui peuvent s'appliquer au projet, règlement d'urbanisme, risques, servitudes, etc. On regarde évidemment tout le contexte topographique, hydrographique, les éléments sur les sols si nécessaire par rapport au projet, les infrastructures et les réseaux, et on a une approche également énergie, déchets, matériaux, aussi dans l'optique d'anticiper aussi le fonctionnement éventuellement, notamment pour des projets industriels, voilà, essayer aussi d'avoir cette vision à long terme du fonctionnement du projet et pas juste, par exemple, sur l'implantation d'un bâtiment. Donc ça, c'est un petit exemple de cartes qui peuvent être rendues. Alors, on a masqué quelques petites choses parce que voilà, on peut pas communiquer toujours sur tous les projets. Mais voilà, le rendu sur cette phase-là, il consiste en au moins une carte, plusieurs si c'est nécessaire, qui indique ce qui a pu être relevé. Donc là, on voit qu'il y a des boisements, des zones humides, des éléments d'intérêt pour la faune protégée. Voilà, il y a plusieurs espèces protégées. Donc ces éléments-là permettent déjà d'identifier des zones qui devraient éventuellement être évitées par le projet. Donc là, on parlait d'évitement. Donc avec ce genre de travail très en amont, on peut déjà travailler sur cette notion d'évitement. Ça s'accompagne d'un petit tableau qui a la forme de celui-ci, où sur les différents thèmes que j'évoquais tout à l'heure, on fait un diagnostic suite à notre observation et on donne une note de 0 à 10 qui indique un niveau de sensibilité. J'ai parlé tout à l'heure de hiérarchisation des enjeux. Donc là, c'est vraiment l'objectif, c'est-à-dire que plus la note est élevée, plus l'enjeu est important par rapport au projet. Donc, on a ici un niveau d'enjeu, par exemple, qu'on a mis à 7,5, puisqu'il y a des habitats remarquables et donc arbres qui abritent des grands capricornes, des mares. Donc, c'est un enjeu fort, surtout qu'il y en a plusieurs et pas un seul. Donc, en termes d'évitement, on estime que c'est un enjeu important. On indique dans la colonne suivante des prescriptions. Donc, évidemment, c'est une version synthétique d'un document un petit peu plus long, et on donne une seconde note qui est la note, on va dire, d'impact potentiel du projet si on peut appliquer ces prescriptions. Et là, on est vraiment dans
dans la co-conception avec le maître d'ouvrage, puisqu'on discute de ces prescriptions et on voit si effectivement on peut les prendre en compte correctement, si on peut déplacer un élément de projet pour passer notre note d'enjeu, par exemple, de 5 ou 7 à 0 dans l'idéal. Donc ça, c'est vraiment un outil de travail qu'on peut remettre sur le métier plusieurs fois pendant qu'on discute des éléments de projet. La deuxième étape, effectivement, donc c'est l'intégration de ces prescriptions dans la conception. Donc il y a effectivement des choses qui concernent la localisation des éléments. Ça peut être également des simulations de variantes, c'est-à-dire que si on ne peut pas toujours avoir des projets où il n'y a aucun impact, il peut se faire que les contraintes soient telles qu'on n'ait aucun impact. Donc on peut étudier soit des variantes de sites d'implantation, soit sur un seul site, différentes possibilités d'implantation d'un même projet. Et pour chaque variante, éventuellement aussi, on peut faire une analyse du statut réglementaire, puisque selon les impacts ou l'absence d'impact, on peut être soumis à différentes réglementations. Je pense notamment à la protection, les dossiers de dérogation pour les espèces protégées. Donc, si on arrive à éviter tous les habitats concernés, on n'aura pas de dossier de dérogation, par exemple. Et la troisième étape de premier regard, c'est pendant la réalisation du projet, voir si même en ayant intégré un certain nombre de prescriptions, on peut encore réduire les impacts. Et il y a évidemment une analyse, une intégration aussi des compensations qui peuvent être mises en œuvre. Donc, on valide à ces phases-là les prescriptions qui sont mises en œuvre. On analyse le résultat final. Il est arrivé qu'on puisse optimiser encore ce qui était envisagé dans les phases travaux, puisque quelquefois, quand on intervient, il y a des études techniques qui ne sont pas encore abouties. On intervient souvent au stade avant-projet et quelquefois dans les phases projet, on a des choses un petit peu plus précises qui nous permettent d'avancer mieux. Et donc on analyse, on peut réanalyser l'impact final du projet avec le même système de notation qu'on avait mis ici sur la réalité de ce qui est fait, qui peut être quelquefois un petit peu optimisé encore par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc, voilà par exemple ce que ça peut donner. Donc là, on a un diagramme. Il se trouve que là, c'est sur un projet où la partie énergie n'avait pas à être prise en compte. Donc, c'est pour ça qu'il y a une branche qui n'est pas remplie. Sur les 4 autres thèmes, on voit la note qui a été mise. Donc, la plus grande partie ici, c'est donc la note initiale d'enjeux et de contraintes initiales. Et vous avez ici apparaître la partie qui correspond à la note une fois qu'on a pu mettre en œuvre les prescriptions qui avaient été faites dans le cadre du diagnostic premier regard. Donc, on voit quelque part vraiment l'application de la méthode ERC. On est arrivé à un niveau d'impact qui était déjà notablement réduit. Et vous voyez ici un petit exemple de tableau d'analyse réglementaire pardon, je suis allée un peu trop vite, où en fonction aussi des prescriptions qui sont retenues, on peut dire si le projet est soumis ou pas à telle ou telle réglementation, voire on peut interpeller le maître d'ouvrage sur des études complémentaires à réaliser. Parce que au stade où on est du projet, on n'a pas encore les éléments. Donc là, c'est un premier exemple que je vais vous présenter d'application de cette méthodologie. Donc, on avait travaillé pour la SEMCAR sur le métro de Rennes qui voulait savoir si différents sites étaient favorables au dépôt des déblais du métro. Donc, on avait 3 sites en vue. Donc, sur chacun des sites, on a fait donc le diagnostic dont je vous parlais et une analyse de faisabilité, donc avec des prescriptions qui ont pu être appliquées et ensuite ça a permis d'éliminer, on va dire,
2 des 3 sites qui avaient été envisagés, et sur celui qui a été retenu, on a fait un avant-projet un petit peu plus détaillé. Donc là, vous avez la carte de synthèse. Alors c'est chargé, mais c'est la carte de synthèse des enjeux qui avaient été identifiés en amont. Donc avec à la fois des enjeux humains, puisqu'il y avait des riverains, puisque qui dit dépôt de déblais dit trajet de camion, etc. Des zones humides, il y avait des zones inondables, il y avait des friches, des haies qui étaient classées au PLU en plus. Voilà, donc on avait effectivement différents éléments qui avaient pu être recensés en état initial. Et on a fait à partir de ça des prescriptions. Et à partir de ces prescriptions, on a élaboré des scénarios. Donc ici, donc l'idée, c'était d'avoir plusieurs scénarios d'aménagement et chaque scénario a pu faire l'objet d'une nouvelle analyse pour déterminer lequel était le plus favorable entre la quantité de remblais qui pouvait être utilisée et la bonne gestion des contraintes. Donc là, c'est vraiment un exemple de conception liée à cette méthode amont. Sachant que donc 2 des sites ont été éliminés d'emblée pour des questions notamment de zone humide pour l'un et de topographie défavorable pour l'autre. Là, c'est un exemple un petit peu différent. Donc, je vous montre celui-là parce qu'il est plus parlant sur l'analyse, ce qu'on peut faire en matière d'analyse des variantes avec cette méthode. Donc là, on est sur donc c'est un projet éolien. Ce qui est intéressant dans ce type de projet, c'est vraiment le travail sur le croisement des critères qui sont pris en compte. Donc là, on a à la fois des critères liés au milieu naturel et aux enjeux environnementaux, notamment la faune, la vie-faune et les chiroptères. On a également des gros enjeux paysagers sur ces projets, des enjeux liés au bruit, liés évidemment au cours d'eau quelquefois, et surtout on prend en compte également toutes les contraintes techniques. Quand on dit qu'on fait une analyse multicritère, c'est pas que par rapport aux aspects impacts environnementaux, mais également prend en compte des contraintes d'exploitation. En l'occurrence, par exemple, pour un projet éolien, le but c'est quand même qu'on produise de l'énergie, donc des projets qui seraient bons sur le plan environnemental, mais dont la mise en œuvre technique serait pas possible ou qui produiraient pas d'énergie sont pas retenus dans notre analyse. Donc la méthode, c'est également une méthode de notation où effectivement on a par thème différents critères. Je vais vous les montrer juste après. Et chaque expert thématique donne une note à chaque critère en fonction du fait que le projet réponde ou pas aux différentes sensibilités paysagères, environnementales, techniques, humaines. Et on peut avoir une note éliminatoire si effectivement il y a un critère rédhibitoire, comme ici l'absence de production énergétique. Donc chaque variante du projet est notée et on voit avec le système de couleurs qu'on voit en bas, certaines variantes là ont des notes très mauvaises et puis d'autres ont des notes bien meilleures. Alors ça se base évidemment sur des analyses de terrain. Donc là, vous voyez par exemple des cartes où on superpose les différentes implantations des ouvrages, des mâts, sur les cartes d'enjeux qu'on a vues en état initial. On remplit, donc ici, vous voyez apparaître les différents critères par thème et les annotations des experts qui disent pourquoi telle ou telle variante est adaptée ou pas du point de vue environnemental ou technique. Et ça donne quelque chose comme ça. Donc ici, on a là c'est le tableau de synthèse dont vous avez vu en fait la partie basse tout à l'heure ici. Et donc là, on a le détail des notations. Plus la note est faible, plus la réponse aux enjeux est bonne.
Donc, on retrouve après le même système de graphique qui montre comment, en faisant évoluer les différentes variantes, on se rapproche petit à petit d'une variante de moindre impact. Alors, ce projet, il est particulièrement parlant parce qu'on avait étudié 14 variantes au total. Et donc, c'est une façon assez pédagogique, y compris pour le travail entre experts, parce que quelquefois, il y a plusieurs bureaux d'études, intervenants techniques. Et donc, c'est un outil qui permet d'échanger aussi avec les autres expertises, avec les autres intervenants sur le projet et de se mettre d'accord. Et donc ici, on voit un petit peu l'arbre de décision qui a été obtenu par cette méthode en éliminant en fait à chaque étape des scénarios d'abord, puis des variantes qui n'étaient pas adaptées pour arriver à la variante optimisée. Donc ces éléments-là, on les intègre dans les études réglementaires pour démontrer un petit peu la façon de travailler. Donc le bilan, c'est que sur ce projet-là, finalement, on était arrivé à un projet avec un très très faible impact où il y a eu quasiment pas de mesures compensatoires nécessaires. Un petit exemple de ce qu'on peut faire en matière de mesures compensatoires. Là, c'était un projet qui a été fait sur la baie du Mont-Saint-Michel, donc suite aux travaux de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, où il y a eu des mesures compensatoires donc sur 7 sites différents pour lesquels on a été maître d'œuvre. Je vais mis une petite explication pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il s'agit, mais ce qui est le plus important, c'était ça que je voulais vous montrer sur là, c'est qu'il a été l'occasion notamment de reconvertir des espaces qu'on voit ici, qui étaient les espaces de base vie du chantier sur l'accès au Mont-Saint-Michel, en espace naturel. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu dans les projets aussi pour que des espaces techniques ou des espaces qui sont actuellement anthropisés, hein, des friches, des anciens bâtiments, puissent être restaurés aussi, c'est-à-dire avoir aussi un effet positif sur certains espaces, à côté peut-être d'impact un peu négatif quelquefois des projets. Donc c'est quelque chose aussi qu'on intègre dans cette approche. Et un dernier exemple que je voulais vous montrer, alors il est antérieur à cette méthode, mais je le trouve intéressant puisque là on est plus sur l'aspect de valorisation dont je parlais au début, où en fait, même s'il n'a pas fait l'objet de la méthode premier regard, on a fait un petit peu le même travail, où on avait identifié une zone humide d'à peu près 3 hectares pour un projet d'urbanisation. Et comme il a pu être intégré dans le plan masse par l'architecte, on est arrivé en fait à un projet où la zone humide est devenue un élément central du projet. Donc là, c'est quelques vues du site avant aménagement, donc qui n'était pas extrêmement sympathique, même s'il y avait un petit ruisseau, mais qui n'était pas du tout mis en valeur. Il y avait des cultures, des zones artificialisées. Et donc, dans le projet d'aménagement, il y a eu tout un travail de reconstitution d'un lit de ruisseau, de plantation, de mise en valeur paysagère, écologique, de création de mares, donc qui a été vraiment intégré au projet d'aménagement et donc payé par le maître d'ouvrage. Et donc là, c'est quelques photos de la phase de travaux. Et aujourd'hui, donc on a un parc humide avec une gestion qui a été travaillée avec les services de la commune, donc avec une gestion différenciée, des chemins qui sont tondus, on voit un exemple ici, voilà, avec un entretien assez limité et suffisant pour ce projet-là. Et donc, voilà l'exemple du plan de gestion. Donc aujourd'hui, on arrive à un projet qui est vraiment une couture. Alors on voit ici entre l'ancien lotissement et le nouveau, et le projet fait vraiment le lien. Donc on a également, donc là on voit même les maisons au bord des mares, et donc on a eu la chance aussi d'avoir pu faire une mise en valeur pédagogique du site avec des
des illustrations, des ateliers qui sont faits avec les enfants. Donc voilà, on peut aussi dans ces parties d'aménagement qui sont aussi positives, vraiment avoir des plus-values si on les intègre dans le projet. Donc là, on a quelques panneaux à différents endroits. Et je voulais juste signaler un outil qui peut intéresser certains d'entre vous. Une association dont on fait partie, Bretagne Éco-entreprise, a établi il y a quelques années des guides thématiques. Donc il y en a un qui est vraiment plus lié aux zones d'habitat, mais qui peut intéresser peut-être certains d'entre vous. Donc c'est un guide qui est disponible en ligne et qui présente une méthode de travail pour notamment pouvoir choisir des sites d'implantation. Ça peut être utilisé aussi dans le travail de PLU pour certaines collectivités. Voilà, donc j'ai mis les références de ce document. Je vais m'arrêter là pour s'il y a des questions. Oui, merci, merci Natacha. S'il y a des personnes, voilà, il y avait pas mal de personnes qui avaient leur micro qui fonctionnait pas, donc vous pouvez poser les questions sur le chat. Et puis, s'il y a déjà une question qui émerge, si vous voulez prendre la parole, en ouvrant votre micro. Normalement, on n'est pas très nombreux, donc ça devrait pouvoir se faire. Alors, on a une question de Mathilde Le Sur, donc qui est du bureau d'études Biotop. Quelle méthode utilisez-vous pour donner les notes? Critères spécifiques, dire d'expert. Alors, on a établi nous une grille qui est à dire d'experts pour évidemment les parties liées au milieu naturel et aux espèces. Les critères pour faire simple, c'est présence ou absence de certains éléments, on va dire contraignants ou susceptibles de souffrir de l'implantation du projet. Donc ça va être évidemment les habitats d'espèces, ça va être par exemple la présence d'arbres, de haies, de cours d'eau, présence de zones humides. Et évidemment, il y a une question de proportion ou d'impact potentiel sur le projet. C'est-à-dire que si le cours d'eau il est dans une partie périphérique du site, on sait que ça va être un petit peu plus facile à gérer que s'il coupe le site en deux, qu'il faut mettre un bâtiment dessus. Donc c'est vraiment les deux aspects qui sont pris en compte. Donc effectivement, nous sur les notations que j'évoquais là de 1 à 10, dès qu'il y a présence d'un élément, on est à peu près à une note de 2-3 et en fonction de son emplacement et de la contrainte ou de la difficulté que ça peut poser pour le projet, on peut monter jusqu'à 9 ou 10 si on estime que c'est peut-être même rédhibitoire. On a eu un cas où on avait 7 hectares de zone humide pour faire une zone d'activité de 9 hectares. On considérait que c'était vraiment très très problématique, quoi. Mais effectivement, c'est des grilles qu'on fait en interne pour remplir les différentes notes, oui. Alors, est-ce que l'ensemble de la démarche est jointe au dossier? Alors, les graphiques, les critères et les notes, ils sont annexés au dossier qu'on remet au maître d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on lui donne le rendu de premier regard, c'est un petit dossier avec des plans, un certain nombre d'explications. On lui indique également dans ce dossier si les périodes de prospection auxquelles on a pu aller sur site sont favorables ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une incertitude sur le fait qu'on ait pu être exhaustif sur un certain nombre de choses. Du coup, ce dossier-là lui sert soit à déclencher d'autres études complémentaires, par exemple en saison favorable si on n'a pas pu y aller, mais ça peut permettre aussi assez rapidement de faire de l'évitement parce qu'on a pu soulever telle ou telle problématique assez tôt. Donc après, il y a un autre complément de Laurent Lemonnier. Comment définissez-vous l'aire d'étude?
Sur le premier schéma, la prise en compte des unités fonctionnelles écologiques ne semble pas pertinente. Alors l'aire d'étude, en général, donc au départ, il y a un site qui est donné par le maître d'ouvrage. Donc après, alors là, je vous ai présenté un exemple qui est pas un exemple réel, parce qu'il y a des projets sur lesquels on peut pas forcément communiquer. Ensuite, nous, on adapte l'aire d'étude aussi aux sensibilités qu'on rencontre. C'est-à-dire que si par exemple, en matière d'eau, en général, on va voir ce qui se passe en aval du site, on regarde ce qui se passe en amont, on regarde si on va collecter des eaux qui arrivent d'ailleurs. Sur les aspects, notamment milieu naturel, il y a aussi toute une analyse bibliographique. Il y a l'analyse d'éléments qui sont en connexion ou des trames vertes et bleues qui peuvent exister. Après, là, sur l'exemple que j'ai montré, c'était peut-être pas parlant, mais effectivement, l'analyse, elle peut dépasser quelquefois assez largement le site. Notamment si on est à proximité, par exemple, de sites Natura 2000 aussi, on peut aller plus loin que le site. Voilà. Après, le rendu est centré quand même sur le site de projet, même s'il y a des éléments d'analyse supra. Ok, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ah oui, donc Laurent Lemonnier, donc je rappelle qu'il est de la Dréal, précise qu'il n'a pas de micro. L'évitement étant le parent pauvre des dossiers instruits, il serait intéressant que l'ensemble du pré-dossier soit annexé au dossier de demande d'autorisation. Voilà. C'est vrai que ouais. Alors, c'est ce que je disais, nous, ces démarches-là, on les présente en général dans les dossiers d'autorisation dans un chapitre dédié à l'ERC, où on aborde soit l'étude de site alternatif, quand on peut le faire. Il nous est arrivé d'ailleurs de dire à un maître d'ouvrage que, en l'occurrence sur un projet là, que j'ai présenté, on lui a dit que son site nous paraissait pas forcément le meilleur. Après, pour différentes raisons, c'était le seul qui était disponible. Mais ça, on présente également, par exemple, les différentes variantes ou scénarios qui peuvent être étudiés et pourquoi ils n'ont pas été retenus. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est les traductions graphiques, mais en fait, il y a toute une analyse derrière qui explique pourquoi tel ou tel site ou telle variante n'a pas été retenue par rapport aux autres. Et donc, ça fait intégralement partie des dossiers. Enfin, en tout cas, nous, dans nos dossiers, on a un chapitre dédié pour chaque dossier d'évaluation environnementale. Excusez-moi, c'est Fabrice Gagneux, est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord, parce que tout à l'heure, mon micro ne marchait pas. Donc moi, je suis côté maîtrise d'ouvrage, donc en général, on travaille avec des cabinets d'études et on s'appuie plutôt sur leur expertise. Donc la question que je vais poser va peut-être vous étonner un petit peu, hein, mais par rapport à la présentation que vous avez faite, je pensais que cette méthode-là était une étude préliminaire qui permettait après d'orienter un peu les choix de projet. Et je l'ai pas compris comme ça, parce que quand je vois ce que vous avez présenté, je trouvais que c'était assez complet. Et finalement, je vois pas bien la différence avec un dossier normal, finalisé et abouti, dans lequel on a un état initial, puis une analyse des enjeux avec un système de notation et des préconisations. Alors, c'est différent. Ce qui est différent dans la méthode telle qu'on la pratique, c'est que la première étape de diagnostic, elle est beaucoup plus restreinte que ce qu'on fait dans un dossier réglementaire. D'une part, dans le contenu, parce que moi, je peux pas montrer là tout un dossier, mais le dossier qu'on rend au maître d'ouvrage, c'est pas une étude d'impact, c'est pas l'état initial d'une étude d'impact. Il peut y avoir des cartes qui sont similaires, mais c'est beaucoup plus léger dans la rédaction, donc ça donne de la rapidité. Et surtout, ce qui est différent,
c'est vraiment le travail sur l'analyse des enjeux, la proposition de prescription, puisqu'en fait, ça fait l'objet de réunions. Sur le projet dont je parlais pour la SEMCAR, on a eu une réunion où on a quasiment parlé que de ça, c'est-à-dire de la comparaison des sites entre eux, de pourquoi tel ou tel site devait être retenu. On a analysé les variantes, enfin, on avait noté les variantes de chaque site. Donc c'est vraiment ça qui est différent, c'est-à-dire que l'accent est pas tant mis sur un rendu hyper complet avec tous les détails que sur quelque chose de plus pragmatique pour la maîtrise d'ouvrage. Également, par rapport à d'autres, enfin, ce qu'on faisait déjà depuis longtemps, c'est-à-dire des pré-diagnostics, on avait souvent tendance à faire des pré-diagnostics uniquement sur des aspects, on va dire milieu naturel, enfin faune, flore et eau pour faire simple, et on oubliait de regarder d'autres aspects. Donc l'idée aussi, c'était d'être beaucoup plus exhaustif, mais d'aller peut-être un peu moins loin dans le rendu qu'on peut faire, mais pour essayer de ne rien oublier dès le départ. Après, dans ce qu'on fait, effectivement, on fait quasiment ce qu'on ferait dans une étude d'impact. Mais là, on le fait de façon beaucoup moins poussée. C'est-à-dire que quand on rend au maître d'ouvrage, il n'a pas un état initial d'étude d'impact. Et donc, en termes de durée, pour ce genre d'études, il faut compter combien de mois? Nous, pour des sujets relativement simples, on peut faire ça sur un mois. Après, ça va dépendre aussi si la période est favorable pour des inventaires faune-flore, évidemment. Mais si la période est assez favorable, on fait un premier rendu sous un mois. D'accord. Et si par contre la période n'est pas favorable, vous appuyez plutôt sur des données bibliographiques alors? Bibliographique et quand même une étude des potentialités, c'est-à-dire que on regarde quand même s'il y a une possibilité ou une potentialité de présence de certains habitats, mais qui reste qu'une étude de potentialité. Et dans ce cas-là, on dit au maître d'ouvrage que ce qu'on a fait n'est qu'une étude de potentialité et que ça remplace pas une expertise en période favorable. Après, ça permet assez souvent quand même de faire des choix, parce que sur quelques projets, en faisant simplement ça, on a vu qu'il y avait tellement d'enjeux sur une partie du site qu'il valait mieux ne pas du tout l'intégrer dans le projet. Moi, j'ai un cas où on a fait ça pour une collectivité. On vient de réduire le périmètre opérationnel, en fait. Et là, maintenant, on travaille sur une partie réduite du périmètre qu'ils avaient initialement. D'accord, merci. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a une question sur le guide. Alors normalement, il est accessible en ligne. Sinon, il suffit d'envoyer un mail disant que vous souhaitez recevoir le guide et il vous sera envoyé, je pense, par mail. Puisqu'il y a un petit outil, il y a un guide en PDF et un tableau Excel qui va avec. Mais je pourrais vous redonner les liens éventuellement par le biais du PNR si nécessaire. Ouais, de manière, je vous renverrai un mail à tous avec la présentation, puis le lien aussi vers l'enregistrement de la vidéo, quoi, de la webconférence, comme ça vous pourrez éventuellement réécouter la présentation si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, d'autres remarques Alors, oui, Laurent, ce serait bien si l'ensemble des bureaux d'études s'appropriaient un protocole de même type. Oui. Après, je tiens à dire que nous, on est arrivé à faire ce type de travail parce que, alors, notamment des privés, nous sollicitaient au coup par coup, par exemple, quand ils voulaient acheter un terrain pour construire quelque chose, ils nous appelaient puis ils nous disaient est-ce que vous pouvez aller voir s'il y a des zones humides, puis est-ce que vous pouvez aller voir s'il y a des enjeux faune ou flore. Et puis on s'est dit au lieu de faire des choses ponctuelles et puis peut-être désorganisées, autant essayer de faire tout d'un coup et d'avoir quelque chose qui est vraiment constructif derrière. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette méthode, mais qui est en fait une structuration de choses qu'on faisait de façon un peu diffuse, quoi.
Mais c'est un outil pour l'ERC qui nous paraît quand même assez pédagogique aussi pour discuter aussi avec les services de l'État. Hein, quand on peut montrer qu'on a essayé de travailler très en amont, en général, ça peut aider aussi. Et globalement, moi, je trouve que depuis qu'on fait ça, on arrive à des projets qui sont quand même beaucoup plus intégrés dans leur environnement. Où on a fait déplacer aussi des sites de projet, c'est arrivé. Ok. J'attends encore un tout petit peu voir s'il y a d'autres questions, mais a priori non. Donc on va pouvoir s'arrêter là. Merci à tous pour votre participation et puis comme je disais, je vous renverrai la présentation et puis le compte rendu, le lien vers la vidéo quoi. Voilà. Et les coordonnées de Madame Blanc-Marteau. Voilà, puis je reste à disposition de ceux qui voudraient rentrer plus dans les détails, parce que là je pouvais pas tout montrer dans une présentation comme ça, mais aucun souci pour répondre aux uns ou aux autres si nécessaire. Très bien. Merci à tous. À tous. Au revoir. Au revoir.